Et on va saluer nos invités. Wisdom Mama, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la 91.9. 11.9, oui. Je vais quand même passer un petit coucou au prêtre, au curé de cette paroisse Notre-Dame-des-Lourds, le père Emmanuel. Voilà, très bien. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Très bien. Alors, on va commencer par... on a commencé par le dire depuis quelques jours déjà, cette destination surprenante d'Emmanuel Adebayor qui va atterrir bientôt dans le championnat d'élite paraguayen, notamment dans le club Olimpia Asunción. D'ailleurs, c'est le nom de la capitale paraguayenne, Asunción. Et voilà, il devrait s'engager pour un an, selon l'entourage de l'ex-capitaine des Éperviers. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'ancien numéro 4 de la sélection, Fagnon du Togo, puisse rassurer tout le monde quant à son intégration. Hola Olimpia fans, gracias por todos. Nos vemos en bien en ascension. Thank you. Merci là-bas. Ouais, la langue paraguayenne et puis l'anglais et le français mélangés, merci là-bas. Ils disent à vous les fans d'Olimpia Asunción, j'arrive bientôt, Emmanuel Adebayor. Voilà ce qu'on peut retenir de cette réaction du capitaine, l'ex-capitaine des Éperviers, oui. Wisdom Mama, dans un championnat où il n'y a que pratiquement 9 clubs pour l'élite, que recherche selon vous le capitaine des Éperviers? Se faire du plaisir, puisque nous ne l'oublions pas, il a quand même 36 ans bientôt. Oui, difficile à répondre à cette question. Moi, je me dis, peut-être il va essayer de refouler un peu ou de jouer, ne serait-ce que tant soit peu, pour venir aider son ami Claude en sélection. Vous savez. C'est vrai? Il va revenir encore en sélection? Vous allez voir, s'il arrive à engager quelques temps de jeu, vous allez voir qu'il va revenir pour aider son ami, ça je sais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas encore là. Il dit il arrive. Et on en fait tout un tas d'histoires. Je me dis, il faudrait quand même qu'il signe d'abord avant de parler. Oui, mais on ne peut pas faire un poisson d'avril avec une telle information. Quand on parle de transfert, il y a des sites qui sont aussi crédibles. Quand on va sur ces sites-là, on voit ça tout de suite. Mais là, on a même vu une vidéo postée par Adebayor. Chacun poste des vidéos aujourd'hui. Vous pensez qu'il va faire une blague jusque-là? En tout cas, oui, ainsi. Oui, ainsi. Grégoire Attignon. Oui, il n'y a pas beaucoup de clubs dans ce championnat paraguayen. Il va dans un club qui reste quand même l'un des clubs les plus structurés. 44 fois champion du Paraguay, 3 Copa Libertadores à l'actif de ce club-là. Oui, selon vous, on a déjà posé la question, quel est le niveau d'un tel championnat? Est-ce qu'il va là-bas pour du plaisir, pour boucler sa carrière ou se relancer? Je ne sais pas. Bon, en fait, la question pourra être posée à Emmanuel Adebayor. Il pourra mieux nous répondre. Mais moi, je crois que, en fait, ce choix, je me dis que Adebayor, pratiquement, il se dirige vers la fin donc, de sa carrière. Et donc, jouer là-bas, je ne sais pas, pour revenir encore en Europe, jouer dans un autre grand club, je ne pense pas. Et là, si c'est pour revenir encore en équipe nationale, je ne pense pas également, puisque le gars, il a déjà pris sa retraite internationale. Il avait déjà dit qu'il a pris sa retraite. Mais il est revenu. Mais depuis, on ne le convoque plus. Depuis la reprise des activités au niveau donc, de l'équipe nationale. Depuis son dernier match le 24 mars 2019, voilà, là-bas à Cotonou, on ne le convoque plus. Donc, ce qui veut dire qu'il ne fait plus partie donc, de cette équipe nationale. Donc maintenant, son arrivée là-bas dans ce club paraguayen, et qu'est-ce qu'il recherche? Seul Adebayor pourra répondre à cette question. Mais moi, vous savez, je l'ai dit, entre-temps, il y a eu beaucoup d'informations autour d'Adebayor où il a été plusieurs fois annoncé dans des clubs, mais par après, il n'a jamais signé. On l'a annoncé à Aston Villa, West Ham, mais là, il n'y a pas eu de vidéo postée sur ça. Là, voilà, mais je crois que, bon, en fait, hier, l'information qui circulait, que c'est déjà officiel, il a déjà signé, je ne sais pas trop, mais jusque-là, Adebayor n'est pas encore présent au Paraguay, donc on attend quand même l'arrivée du joueur pour voir si véritablement Adebayor va s'engager avec ce club paraguayen. L'essentiel,
En tout cas, ici, on sait que Adebayor, il est au chômage, ça fait depuis quelques temps maintenant. Il faut que Adebayor retrouve véritablement un club. Et là, si ça marche pour lui, je crois que c'est bien pour ce joueur-là, qui n'est pas encore fini. À 36 ans, oui, il n'est pas encore fini. Il est en phase terminale de sa carrière et il signe dans le championnat sud-américain après avoir joué en Angleterre, en France, en Turquie. On va d'ailleurs écouter Latif Yoroumo de la rédaction de Sport FM par rapport à cette nouvelle destination d'Emmanuel Adebayor. Il est footballeur, il a toujours encore quelque chose à prouver en club, même si c'est vrai, il s'est éloigné de la sélection nationale. Au-delà du fait que c'est une entreprise, il continue de travailler, mais c'est également du plaisir qu'il prend sur le terrain. Il a 35 ans, bientôt 36 ans. Ouais. Et voilà, il va continuer par jouer et puis étendre également peut-être son palmarès. Je me dis, il sera peut-être le premier Togolais à jouer en Amérique du Sud, en tout cas au plan pro. Et donc, c'est déjà également un saut qu'il a en train de marquer. Et puis au-delà, voilà, son ami Santa Cruz qui continue quand même d'enfiler des buts à 38 ans. Emmanuel Adebayor, pourquoi pas aller également chercher ce titre de meilleur joueur. Aujourd'hui, Adebayor peut jouer partout. Dans tous les pays du monde, il peut jouer. Même en Espagne, Adebayor peut encore trouver un club en Liga espagnole. Il a quand même ce Torah-là pour pouvoir jouer partout où il veut. Maintenant, il faudrait que ça se passe bien parce que souvent, les débuts sont toujours bons avec Emmanuel Adebayor. Ce sont les fins qui ne sont pas souvent ce qu'elles doivent être. Et en tout cas, Emmanuel Adebayor qui reste au-delà de ce qu'on peut dire un très grand joueur togolais et sur le continent d'ailleurs. Ce sera son 10e club après Arsenal, après Tottenham, après Manchester City, après Crystal Palace, après Başakşehir, après Kayserispor, après Monaco, Metz, oui. Aristide Quevidien, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Oui, que comprenez-vous de cette nouvelle aventure? Bon, c'est pas encore fait, on l'annonce dans les prochaines heures dans la capitale paraguayenne, Asunción, où le président du club d'Olympia, Marco Trovato, estime qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Adebayor, il aura 20 000 socios de plus. Et là également, on apprend qu'il va toucher près de $200 000 par mois. Faites un peu le calcul. Ça fait combien? Le joueur le mieux payé du club. Oui, en tout cas, il y a son ami Rocket Santa Cruz à 38 ans qui est le meilleur buteur de ce championnat là-bas. Mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Se faire du plaisir, préparer tranquillement sa fin de carrière ou vous trouvez Adebayor rebondir ailleurs après ça? Non, je crois qu'à son âge aujourd'hui, rebondir, je ne pense pas vraiment, mais comme vous l'aviez si bien tout à l'heure, il est en phase terminale donc, de sa carrière. Il veut justement terminer en toute beauté. Ça peut être en Chine, ça peut être au Japon, peu importe le championnat. Je pense qu'il a envie de terminer de la meilleure des façons. C'est ce que moi, en tant qu'observateur, je suis en train de constater. Maintenant, est-ce que c'est une bonne destination? Voilà la grosse interrogation. Parce que là, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, même si logiquement, il avait annoncé que, il prend sa retraite sur le plan international avec l'équipe nationale. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui peut toujours revenir. C'est-à-dire que tout peut arriver. Moi, en tant qu'observateur, je ne peux pas prendre la défense d'Adebayor aujourd'hui pour dire que il a terminé ou lui-même il a annoncé. Je pense que parfois, l'être humain peut toujours revenir sur sa décision. Maintenant, je ne dis pas que ça sera forcément le cas, mais connaissant bien le pays, connaissant évidemment Adebayor, de par le passé, évidemment, il a tenu des propos. Il a même manifesté sa désapprobation lorsqu'il y avait eu des difficultés avec Tom Saintfiet de ne plus revenir en sélection. Mais quand des sommités de ce pays sont partis discuter avec lui, il est revenu. Moi, le gros souci, c'est quoi? Si nous pensons évidemment que dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, et dans le cadre justement de la Coupe du Monde 2022, on a forcément besoin d'Adebayor. Et que c'est grâce à lui que l'équipe peut retrouver... On a besoin de lui à 36 ans. Non, mais c'est des hypothèses. Oui, vous le voyez, vous, aujourd'hui, en tant qu'observateur du foot national, vous voyez Adebayor revenir encore en sélection, sérieusement? Non, mais
s'il a envie de revenir, je pense que la porte de la sélection est grandement ouverte. Parce que moi, je pense quand même que la question est beaucoup plus sensible. Sensible en quel sens? C'est-à-dire qu'il y a un sélectionneur, il y a un joueur. Maintenant, pour que le joueur puisse revenir en sélection, c'est le sélectionneur d'abord qui discute avec son joueur, qui dit, bon, voilà, j'ai besoin de toi. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous sommes là pour juger des résultats. Si Adebayor est là et que le Togo se qualifie pour la Coupe du Monde, eh bien, on sera là pour applaudir. Mais s'il est là et que, on constate que ça ne marche pas ou que ça devient beaucoup plus difficile pour les joueurs qu'avant, alors là, on sera là encore pour faire l'analyse. Bien. Je pense que c'est le plus important pour moi parce que je pense quand même que c'est un joueur assez extraordinaire. Il a marqué son temps. Bon, aujourd'hui, beaucoup estiment quand même qu'il peut laisser quand même la place à d'autres jeunes. Bon, c'est à lui peut-être de nous prouver le contraire. Sinon, moi, je pense quand même que sans club, il a prouvé quand même qu'on avait toujours besoin de lui. Lors de la CAN 2017, maintenant, s'il est avec un club et qu'on le convoque, en sélection, bon, ça n'engage que ceux qui pensent évidemment. De toutes les façons, à 36 ans, il n'est plus l'avenir de cette sélection, disent beaucoup d'observateurs. On verra bien si, voilà, avec ce championnat où se retrouvent juste 9 clubs, il va encore impressionner le sélectionneur Claude-Marie-François Leroy. En tout cas, on l'a toujours dit. Oui, on va terminer. Moi, je voudrais juste dire un petit quelque chose. C'est-à-dire, Adebayor, aujourd'hui, comme tout le monde le dit, tend à finir. Adebayor est en train de finir sa carrière. Je suis d'accord qu'il change un peu, ou il essaie de jouer en Amérique du Sud pour quand même être peut-être le premier Togolais à le faire. Mais qu'on me parle aujourd'hui d'une reconversion de ce joueur, là, je serai là à applaudir tout de suite. Oui, je serai là à applaudir parce que 36 ans bientôt, il est presque finissant et nul ne pense à sa reconversion. Lui-même, Zlatan Ibrahimovic a 38 ans, il continue de jouer. Oui, ils n'ont pas les mêmes. D'ailleurs, lors de la dernière Coupe du Monde, on a eu Essam El Hadari, le gardien, le vétéran gardien de l'Égypte. Ce n'est pas les mêmes postes en tout cas. Oui, ce n'est pas les mêmes postes, mais c'est quand même un joueur avant tout. Très bien. Bon courage en tout cas, Emmanuel Adebayor qui va dans un championnat exotique. On verra ce qu'il va pouvoir produire avec Olympia Asuncion. Voilà, merci de faire confiance à Sport FM, dingue de sport comme toujours. On va parler des éperviers locaux qui accélèrent leurs préparatifs pour le CHAN 2020. En attendant donc le tirage au sort prévu ce 17, c'est dans 5 jours exactement où les Togolais doivent connaître leur adversaire officiel au cours de cette compétition qui a lieu au Cameroun. On accélère les choses, c'est le 3e regroupement, un stage qui se déroule avec 28 joueurs convoqués par Jean-Paul Dossé-Abalo. Grégoire Attignon est allé les voir il n'y a pas longtemps. Je vous propose d'écouter Abalo Dossé. Ça se passe très bien, il y a tout le festival qui est présent. Aujourd'hui, on essaie de travailler sur l'aspect collectif, tout en basant quand même sur un peu la récupération, puisque ça fait 48 heures seulement qu'ils ont joué. Pour l'instant, je pense qu'ils sont tous opérationnels. Qu'est-ce qui a fait concrètement dans ce 3e regroupement? Le groupe, c'est pas toujours le même groupe, on modifie tout le temps le groupe, donc il faut qu'ils travaillent beaucoup ensemble pour qu'on arrive à trouver quand même un jeu collectif. Justement, avec de nouveaux joueurs, comment ça se déroule? Non, très bien. De toute façon, vous savez, les joueurs, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais après, on verra dans le match comment ça va se passer. À la clé, il y a un match amical face au Bénin. Pourquoi ce match face au U23 du Bénin? Non, vous savez, au départ, on cherchait le match amical, mais après les Béninois, ils ont dit qu'ils ont un stage à faire à Lomé et ils ont sollicité. Bon, au départ, ils n'ont pas dit que c'est U23, ils ont dit qu'ils cherchaient le match amical pour leur équipe locale, je pense. Donc après, au dernier moment, ils disent U23, mais bon, c'est pas un problème, on va jouer. Parce que moi, on a besoin de jouer des matchs amicaux, parce que les entraînements, ça ne remplace pas les matchs. Donc, de toute façon, nous, on n'arrive pas à trouver. Donc, s'il y a un autre pays qui nous propose, et en plus, il veut se déplacer au Togo, tant mieux. Jean-Paul Dossé-Abalo, de toutes les façons, personne ne lui enlèvera cette qualification du Togo pour le CHAN. C'est une première et c'est lui qui a cuisiné tout ça. Jean-Paul Dossé-Abalo, Grégoire Attignon, vous êtes allé les voir. Et quelle est l'ambiance? Vous avez senti des joueurs assez travailleurs, assez déterminés, qui ont envie quand même de montrer quelque chose, d'être présents au Cameroun? Oui, l'ambiance hier au stade de Kégué était bonne. Ce sont des joueurs qui étaient à l'aise sur le terrain. Le travail, ils étaient conscients de ce pourquoi on les a convoqués.
C'est pourquoi ils sont là. Donc, ils étaient beaucoup plus conscients sur le travail. On a vu un travail tout d'abord avec Agassa Kossi et les 4 gardiens de but qui étaient convoqués. Ensuite, on a vu le travail avec le sélectionneur Jean-Paul Abalo et les autres joueurs de champ. On a vu maintenant ce que voulait quand même le staff en initiant ce nouveau stage de regroupement. On a vu quand même une équipe ou bien des joueurs qui étaient là, qui étaient beaucoup plus concernés par ce qui se faisait sur le terrain. Et donc, on a quand même compris que c'est une bonne ambiance qui règne au sein donc de cette équipe. Maintenant, ce n'est que un regroupement, puisqu'après, il y aura encore un autre regroupement pour permettre donc à cette équipe-là de mieux se préparer pour la phase finale, surtout quand l'équipe connaîtra ses adversaires pour la phase finale donc de ce championnat d'Afrique des Nations. Donc, ce n'est qu'une partie donc des préparatifs et ça se poursuit. Ce matin encore, ils étaient là pour les préparatifs. Ils ont même reçu la visite d'un membre du comité exécutif de Palik Pacho, qui était là, allé leur apporter le soutien de toute la fédération togolaise de football. Donc, c'est quand même bien. Et on a quand même prévu pour quand même finir ce stage, ce match amical là face à la sélection U23 du Bénin. Je crois que c'est quand même bien pour Abalo Dossé. Il a d'ailleurs dit que soit le niveau de l'équipe, c'est quand même bien parce que l'équipe a besoin quand même d'un match amical. On sait beaucoup plus, ils vont beaucoup plus travailler à l'entraînement, mais il faut quand même juger le niveau de ces joueurs-là, surtout ceux-là qui sont les premiers convoqués, qui disputent ou bien qui sont avec cette sélection pour la première fois. Donc il va falloir les voir à l'œuvre, plus les anciens. On sait que ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres qui ne sont pas encore là, parce que quand vous prenez cette équipe-là, il y a certains qui étaient de l'expédition d'Agege qui ne sont pas là, les Nan Richard et autres qui ne sont pas là, qui peut-être vont revenir d'un moment à l'autre pour quand même revenir rejoindre ce groupe-là. Et c'est après cela qu'Abalo va finalement sortir sa liste de 23. L'essentiel est que aujourd'hui, Abalo l'a dit que la liste est toujours ouverte, cette sélection est toujours ouverte et que lui, à chaque moment, jusqu'au jour où la FIFA, ou bien ils vont envoyer la liste définitive à la CAF, lui, il va encore solliciter d'autres joueurs. En tout cas, c'est ce qui doit constituer le casse-tête chinois pour Jean-Paul Abalo Dossé ces derniers temps, parce que ce n'est jamais facile de sortir une liste définitive quand on est sélectionneur, avec l'attente de tout un public, la pression qui doit arriver de toutes parts. Jean-Paul Dossé Abalo doit pouvoir être lucide, doit garder la tête sur les épaules et faire son travail de toutes les façons. Il est là pour ça et on doit pouvoir quelque part aussi lui faire confiance. De nouveaux joueurs, il y a le championnat qui se déroule, D1, D2, c'est à lui quand même de faire on va dire la synthèse et de pouvoir présenter au public sportif un choix conséquent qui pourrait aller défendre les couleurs du Togo dans les meilleures conditions là-bas au Cameroun. Oui, je pense que, en tout cas, c'est un travail assez difficile, le fait d'être un sélectionneur local, parce que là, il y a combien de clubs ? 14 clubs en première division avec beaucoup de joueurs. Et là, il faut choisir. C'est beaucoup plus facile peut-être avec une sélection nationale A où on connaît les meilleurs joueurs qui jouent dans les championnats les plus huppés, par exemple. Et on sait que oui, en défense, on aura tel joueur. Dans les buts, on aura tel gardien de but, etc., etc. Mais ici, ça devient plus compliqué. C'est pour ça qu'on est en train de constater des allers-retours parce que par moment, il y a des joueurs qui sont blessés. Je pense quand même que les blessures aussi font partie du jeu. Et donc, lorsqu'on est footballeur, il faut s'attendre à tout. Lorsqu'on est entraîneur, il faut s'attendre à tout. Et là, il le savait que tout peut arriver. Même après cette qualification, il a si bien dit qu'il y a des moments difficiles où forcément il faut faire avec l'effectif qu'on a sous la main. La dernière fois au stade, je ne sais pas si c'était le mardi ou le lundi, il disait quelque chose à ces joueurs qui m'a vraiment impressionné. Il a dit que personne n'a de place garantie dans cette sélection. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous venez d'un club et que forcément, il y a des managers de ces clubs-là qui viennent voir le staff technique pour garantir une place. Non, il dit, oui, avec lui, ça ne passe pas. Et le fait, par exemple, de dire ça là directement aux joueurs, je pense quand même que c'est une pression de plus. Ouais, c'est une façon de leur dire, oui, vous n'avez pas votre place garantie. Vous devez gagner cette place-là par le travail. Il faut travailler. Vous savez que dans cette sélection, il y a même un joueur qui a déjà expérimenté, disons, le FC Metz, qui a déjà fait Génération Foot. Vous savez qu'entre Génération Foot et FC Metz, il y a Missa Bilal, qui est également là. C'est un joueur, il fait partie des joueurs qu'on attend de voir parce que faire Génération Foot, aller au FC Metz, revenir à l'Est
Togoport, eh bien, ça fait objet de curiosité. On aura envie quand même d'en savoir davantage. Voilà, sur ses performances. C'est vrai qu'il est en train de prouver tout le bien qu'on pense de lui en championnat, mais en équipe nationale, c'est carrément autre chose. En fait, c'est sa première convocation également. C'est sa première convocation. Évidemment, quand vous prenez les joueurs du Unisport avec Oloufade Kabir également, qui a expérimenté le championnat camerounais avant de venir. Il y a sans oublier Agoro Achraf. Agoro Achraf. Je pense quand même que nous avons quand même... il y a un bon groupe. Il y a un groupe. On a une véritable armada offensive également au niveau du Togo. C'est vrai. Oui. Sauf c'est que... pas trop dire. Parler d'armada offensive, c'est... Oui, vous prenez par exemple, malheureusement, lui, il est blessé. Le jeune Nan Richard. Il est blessé. Vous prenez Agoro Achraf. Et regardez même le but qu'il a marqué la dernière fois. C'est-à-dire, si on doit classer ce but, je ne sais pas dans quelle catégorie il faut classer ça dépasse Cristiano Ronaldo ou Messi? Non, on ne va pas faire cette comparaison. Soyons honnêtes. Mais quand même, c'est un beau but. C'est un but d'école? Oui, c'est un but d'école. Et on ne marque pas souvent ce genre de but. Même les plus expérimentés n'ont pas souvent ce réflexe-là. Donc, je crois quand même que c'est des joueurs qu'il faut encourager à faire la même chose. J'aurais souhaité même qu'ils réservent ça pour la compétition. Sinon, il faut encourager ces joueurs. Ils ont de l'avenir. Seulement, je pense quand même qu'il y a parfois des fautes d'inattention, surtout en défense. Ouais. Et là, vous savez quand Ballon de c'est un défenseur. Il ne badine pas sur ses intentions. Oui. Quand vous écoutez le discours du monsieur par rapport à ces genres de fautes, ce n'est toujours pas très, très facile pour ces défenseurs-là. Il faut être toujours très, très attentif dans le jeu, surtout avec quelques latéraux que nous avons. Je pense quand même que Bordé Abdou Sabou est une valeur sûre également de cette sélection. Je pense pour ma part que nous avons quand même des éléments. Maintenant, le reste ne dépendra pas seulement de la fédération, c'est-à-dire du staff technique de la fédération. C'est vrai que l'équipe nationale est en train de se préparer, mais on oublie un autre aspect, c'est-à-dire l'organisation. Et même la question des primes, la prime de qualification. En tout cas, on va y revenir en tout cas, oui. Wisdom Ama, que dites-vous aujourd'hui? On est à moins de 2 mois de cette compétition. On est à quelques jours du tirage au sort. Ce sera le 17, où le Togo aura quand même l'occasion de connaître ses adversaires officiels dans cette compétition. Vous voulez dire qu'il y a des sélections à éviter? Beaucoup disent que, oui, quand vous prenez l'Ouganda, une sélection locale solide, la Tanzanie, le Zimbabwe, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des sélections sur lesquelles vous ne voulez pas voir le Togo s'aventurer? Vous savez, ces sélections que vous venez de citer, ils sont... peut-être un peu plus physique que nous. On parle de jeu, on parle de la matière. Le Togo a quand même de ces joueurs qui donnent tellement d'envie, qui promettent tellement comme ça. Moi, je dis aujourd'hui que Dossé, il est resté avec ses joueurs. Il a un noyau. Il a un certain nombre de joueurs autour desquels il va essayer d'ajouter d'autres. Ouais. C'est un atout parce qu'ils sont ensemble déjà. Quand bien même ces stages ne nous satisfait pas, mais quand même, c'est des joueurs qui sont dans ce même championnat, qui se connaissent et qui sont sur le... Qu'est-ce qui manque pour avoir cette satisfaction-là? Non, mais moi, j'attends d'abord l'organisation, comme Kevin le dit. Il faut vraiment qu'on voit ce qui va meubler et la participation du Togo là-bas, oui. Justement, il faudrait qu'on affiche haut et clair les intentions de nos autorités par rapport à cette première participation. C'est une partie que Togbi Palikpacho est allé dire. Il est allé rassurer les joueurs, mais n'ayez aucune crainte. On prend des dispositions pour vous mettre dans les meilleures conditions. On ne doute point des paroles de Togbi, mais vous savez, ici, on a l'habitude de dire une chose et faire le contraire. Donc, moi, j'attends de voir tout ce qui sera fait autour de ces joueurs-là, la motivation surtout, parce que on a aujourd'hui des joueurs de devoir, j'ai l'impression, parce que avec ces joueurs-là, quand moi je les vois, je ne crains aucune sélection africaine. C'est vrai. Ah oui. Très bien. En tout cas, c'est le moindre mal qu'on voudrait souhaiter pour ces joueurs-là. Oui, on va terminer. Oui, Franck, par rapport à la question d'organisation, je pense que la fédération est en train de faire sa partition, c'est-à-dire le fait d'aider le staff à organiser au moins ce stage-là, à organiser également ce match, parce que vous savez que pour organiser ce genre de match, il s'agit par exemple d'un match amical international, au moins la fédération doit débourser au moins 500 000 francs. C'est-à-dire que ça fait partie, disons, des charges et tout ça là. Mais au-delà de ce que fait la fédération, il y a également... 500 000 francs, c'est peu. C'est peu. Parce que je crois que ce match-là, c'est comme un cadeau pour nous, parce que le Bénin même voyage déjà pour le Togo.
plus le minimum. Mais ces 500 000 pouvaient quand même être utilisés pour peut-être faire autre chose au niveau du championnat. Non, mais ce qu'il y a à dépenser, ça doit dépasser 500 000. Oui, non, c'est un exemple que je suis en train de vous donner pour vous dire que la fédération est en train de faire sa partition. Maintenant, ce qui reste, c'est que... La fédération se doit de faire mieux. Oui, mais la sélection avant tout appartient à qui? Appartient à l'État. Aujourd'hui, la question de l'équipementier, ce n'est pas une question fondamentalement liée à la fédération. Maintenant, c'est à la fédération d'aller voir le ministère de Par exemple, là où l'équipe va se loger au Cameroun, ce n'est pas fondamentalement une question liée à la fédération. Il faudrait quand même qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que oui, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous le 22 février. Et donc, on a l'impression que les attentions sont vraiment braquées sur ce rendez-vous. Pour le moment, personne ne regarde ça. Oui, mais si... Aujourd'hui, il doit y avoir peut-être un comité d'organisation. Il faudrait même qu'on mette en place ce comité d'organisation et qu'on essaie déjà de partager les rôles. C'est-à-dire que le Togo va participer. OK, vous aurez votre prime de qualification. C'est tel montant. Au-delà de ça, lorsque vous vous qualifiez pour le second tour, vous aurez tel montant. C'est des sources de motivation. Que tout cela soit défini d'abord. Soit défini. Très bien. Et on peut commencer d'ores et déjà par le faire. Ça va faire les débats dans les il faut savoir que pour ce qui concerne la prime de qualification, ça concerne ceux-là qui ont qualifié le Togo. Oui, bien sûr. Parce que dans la liste des 23, certainement qu'il y aura ceux qui étaient à Guégué. Il y aura certains qui étaient déjà à Guégué et il y aura d'autres qui n'étaient pas à Guégué. Donc moi je crois qu'il faut quand même partager les choses, prendre les dispositions avant même le démarrage des préparatifs dignes de ce nom. Parce que quand on va commencer maintenant les préparatifs à partir de mars prochain pour mieux se préparer pour cette compétition, je crois qu'on ne va pas nous dire qu'on a oublié la promesse faite aux joueurs de ceux-là qui étaient revenus d'Aguégué. Depuis qu'on est revenu d'Aguégué, maintenant, ça fait longtemps. Il fallait régler ce problème-là avant même que l'équipe ne commence les préparatifs pour cette compétition. On espère qu'après le 22, les autorités, c'est quand même... les primes de qualification, ça dépasse quand même la fédération. Après le 22, quand le sourire va revenir, on va regarder mieux tout ça. Voilà, bonne chance et bon courage à tous ces joueurs-là pour le CHAN 2020. Merci de faire confiance à la référence sportive. Kodjovi Mawena n'est plus l'entraîneur d'Agaza Football Club. Chicha, comme on l'appelle, a rendu sa démission au dirigeant il y a juste quelques jours. C'est un entraîneur de référence. Moi, personnellement, j'aime son côté humour lorsqu'il fait les interviews. Chicha reste quand même un grand entraîneur qui a dirigé les éperviers Fagnon. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais pour Agaza, ça n'a pas marché. 5 points pris sur 24 possibles, c'est-à-dire après 8 journées, Agaza végète dans les profondeurs et même dernier de ce classement dans la zone sud. Et il a décidé de s'en aller. Et voilà, démission acceptée. Et on prend Yenke Claude, ancien entraîneur de Gbolwessou, pour peut-être ressortir Agaza de ce sommeil profond-là. Oui, on dit quoi? Yenke Kodjo pour remplacer Chicha, pour remplacer Kodjovi Mawena? Oui. Oui, mais en fait, ce que moi je voudrais dire, Yenke pour remplacer Mawena Kodjovi, pour moi, ce n'est pas une surprise. L'information, on le savait déjà. C'était dans les tuyaux depuis. Oui. On se disait même que même après le match face à Arabia, le match qu'Agaza avait gagné face à Arabia de Tablibo, oui, Yenke au lendemain déjà, Yenke devait prendre les responsabilités, devait prendre donc cette équipe-là, mais ce n'est pas arrivé. Je ne sais pas. Peut-être que les dirigeants d'Agaza voulaient encore donner une autre occasion à Mawena Kodjovi, oui, il est parti arracher ce match nul à Moretan face à Koto. Ensuite, cette défaite-là, peut-être que c'est ça qui était une défaite, peut-être défaite de trop, et qui a poussé même l'entraîneur à rendre maintenant le tablier. Bon, peut-être que ça facilite un peu la tâche aux dirigeants. Puis, je le disais, parce que peut-être que les dirigeants, ils avaient quand même peut-être des difficultés à prendre cette décision pour remplacer, pour remercier Mawena Kodjovi. Maintenant, l'entraîneur lui-même a pris les devants. Il a pris sa démission. Et donc aujourd'hui, c'est Yenke Claude, ce n'est pas une surprise. Je crois que Yenke
voyait ou bien côtoyait déjà à Gaza avant même sa nomination. Yenke était là depuis avant même la reprise donc du championnat national de première division, puisque Yenke était l'entraîneur adjoint d'Ifodje Tapamé. Et quand on a appris que non, qu'il est maintenant au niveau des Verts de Tokoin, je crois que c'est quand même bien pour cette équipe-là. Maintenant, est-ce que c'est véritablement un problème d'entraîneur? On le saura quand Yenke va diriger son premier match, ce sera ce dimanche-là. Et à Gaza qui va d'ailleurs Chevier face à Espoir du Zior, on sait que également ça ne marche pas forcément là-bas, et que c'est un match en tout cas auquel les supporters d'Agaza vont beaucoup plus attendre de ce nouveau coach-là. Vivement que Yenke apporte beaucoup plus de sérénité dans la maison des Verts de Tokoin. Vous avez posé une question qui me paraît intéressante. Est-ce que c'est un problème de staff technique ou bien d'entraîneur pour Agaza? Depuis la saison dernière, on ne fait que apporter des changements à ce niveau, mais Agaza n'arrive pas à être souverain comme dans le temps. Que peut-on attendre aujourd'hui de Yenke, Claude? Je pense quand même que quand on dit Maïna quitte et que Yenke arrive, on ne va pas comparer les deux. C'est la nuit et le jour. Ah oui. En termes vous de pouvez, coaching, vous pouvez le dire on va dire beaucoup plus subtilement. Hein. Je connais bien Yenke. Vous savez, c'est un entraîneur ici qui est resté avec Feu Ivy. Oui, dans le staff de l'AS Togoport, il est passé par Ifodje la dernière fois, Goulouessou également. Mais on parle de Maïna Kodjovi, le Tchicha, comme on aime l'appeler affectueusement. Justement, Yenke doit être l'élève de Kodjovi Maïna. Donc, je ne voudrais pas faire cette comparaison, sauf que sur le terrain, aujourd'hui, on se rend compte que quand on actualise vraiment ses connaissances, quand on est jeune, quand on a un bon discours, quand on a un bon dispositif sur le terrain, quand on est un entraîneur qui arrive à déceler, à voir des joueurs et les positionner justement à cette place qu'il faut, on sort gagnant. Et là, moi je dis, on peut attendre à ce que lui, il essaie de redresser la barque de Agaza qui, depuis un moment, ça ne va pas. Moi, par rapport à la démission de Maïna, j'ai dit, c'est sage cette décision parce que ça, c'est comme une arête dans la gorge du président Amadou Ouattara depuis un moment. Il pouvait toutefois le notifier cela. On résilie votre contrat, vous n'êtes plus entraîneur, mais il ne pouvait pas le faire. Moi, je l'avais dit ici, mais Maïna, après la 8e journée, a compris que les statistiques ne vont pas en sa faveur et il a décidé tout calmement de jeter l'éponge. C'est bien. Maintenant, est-ce que le problème, c'est technique, purement technique, comme Grégoire vient de le dire? Moi, je pense qu'il y a un réel problème de fond, de personnes à Gaza depuis belle lurette, qu'ils arrivent toujours pas à régler. Mais bon, pour le moment, il y a un nouvel entraîneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attendre, il faut le voir. Son premier, deuxième, troisième match. Moi, j'attends 3 matchs pour le juger vraiment sur le banc de Aristide Covidien, oui. Donc, moi, je pense quand même que c'est une décision sage de la part donc, de Maïna Kodjovi aujourd'hui de pouvoir laisser son fauteuil d'entraîneur qu'il occupe depuis quelques mois déjà du côté donc, des Verts de Tokoin. Je pense que c'est quelqu'un qui a le sang vert, vous comprenez ce que je voudrais dire. Oui. Et donc, il a un amour assez important pour ce club-là. Voilà pourquoi, même quand ça n'allait pas, il a tenu donc, à être toujours avec les Verts de Tokoin. Aujourd'hui, on appelle Yenke. C'était dans les tuyaux, comme vous l'aviez si bien dit. Je pense qu'aujourd'hui, il aura quand même la chance, avec le soutien de ces anciens, comme les Agboubli et tout ça là, d'avoir une idée assez précise sur le groupe qu'il va diriger. Le plus important pour lui aujourd'hui, ce n'est pas de se qualifier pour la première division. C'est de maintenir Agaza Football Club. De sauver le club. Parce que là, le club est totalement en convalescence et donc, il faut chercher une solution. Quelle doit être la solution magique? Eh bien, je pense que c'est de tout faire pour maintenir Agaza en deuxième division
Et la saison prochaine, on pensera peut-être voir comment Agaza va remonter en première division. Je pense que c'est le plus important. Sa chance aujourd'hui, c'est d'avoir, en espace de quelques saisons, expérimenté 3 clubs avant de venir à Agaza. C'est-à-dire, le fait de passer par l'Est Gopor, de passer par Gboulessou, de passer par Ifodien, peut l'aider. C'est-à-dire, en ce sens, il a eu l'expérience de ces différents clubs. Parce que dans les clubs, ce n'est pas les mêmes méthodes de travail. Il peut faire la synthèse de tout ce qu'il a déjà vécu dans ces 3 clubs-là pour apporter quelque chose de nouveau à Agaza Football Club. Donc, je pense quand même que ça peut être la nouveauté, mais au-delà de ça, il va falloir que l'équipe ait également un nouvel état d'esprit. Très bien. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos de Yenke Claude, qui devient le nouveau commandant des Verts de Tokoin après le départ, la démission de Kodjovi Mawena. Oui, et quelque chose de surprenant. Gboulessou a gagné la dernière fois. Gboulessou, on va dire, fait un bon championnat, mais après cette victoire, la sortie de l'entraîneur Théophile Bola a vraiment étonné tout le monde. D'ailleurs, on va l'écouter après cette victoire sur Semassi 2-1. C'est pas une simple victoire parce que c'est un mythe cassé. Parce que depuis, on n'a jamais gagné contre cette équipe, même pas un match nul. Donc j'ai regardé les stats depuis la création du club Bolosso. Une seule victoire, match amical, depuis le temps de temps. Et aujourd'hui, on a cassé ces mythes en championnat. Il faut le faire. Bon, on a très mal entamé la deuxième période, il faut l'avouer. On a changé pas mal le système de jeu. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de frustration au sein de l'équipe de Golosso. Et je pense qu'il doit laisser les gens travailler dans la sérénité. Voilà, Théophile Bola qui pointe du doigt le nouveau partenaire du club World Sport Management dirigé par Hugues Orobi Rode. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il dit. Il a dit qu'il est en train de casser l'équipe. Bon, moi, je n'ai pas compris en tout cas. Peut-être que vous avez compris quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette histoire? Dans la mesure où on était à Néhol lorsque ce partenariat était présenté à la presse et Bola était bien présent. Bola s'est exprimé sur ce partenariat. Il n'a rien dit de ce qu'il est en train d'avancer aujourd'hui. Il a félicité. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas son attitude. Quand vous allez un peu aux informations, je me dis que c'est un entraîneur qui est en train de faire autre chose. Il est là pour un travail, il n'a qu'à se concentrer sur son travail. Il est là pour son équipe. Vous savez qu'à la fin de la phase aller, il a voulu écarter certains joueurs. Parmi ces joueurs, il y a Ulrich Kenom. Alors que c'est le métronome de cette équipe, il a voulu l'écarter. Il a même traité ce joueur de drogué. Il a même traité ce joueur de drogué. Mais par après, les dirigeants l'ont rappelé à l'ordre. Et aujourd'hui, c'est ce joueur-là qui lui permet de gagner ses matchs. À la 15e journée à Womé, c'est ce joueur-là qui avait réalisé un doublé. La dernière fois face à Semassi, c'est ce joueur-là qui faisait encore le match pour lui avant que le joueur ne se blesse. Mais il a traité ce joueur-là de drogué. Mais moi, je crois qu'il revient aux dirigeants de Gboulessou de recadrer un tout petit peu cet entraîneur. C'est un entraîneur qui n'a pas l'effectif pour ce championnat. Oui, mais à la fin de la phase aller, il a fait des recrutements. Il a même fait venir des joueurs de l'extérieur. Lui-même, il a fait venir des joueurs de l'extérieur. Peut-être que c'est un peu là où se pose le problème. J'ai l'impression, selon moi, qu'on a envie de mieux organiser les choses. Selon moi, peut-être qu'il a fait venir des joueurs. Peut-être qu'il y a également d'autres joueurs qui sont arrivés. Ou peut-être les dirigeants n'ont pas accepté. On ne va pas oublier que Hugues Robiro est un agent de joueurs. Hugues également fait venir des joueurs. Peut-être que ces joueurs ne sont pas acceptés. Peut-être que c'est un peu là le problème se pose. Est-ce qu'il voulait être le manager de l'équipe? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est ce qu'il a proposé aux dirigeants de Gboulessou? Je ne sais pas trop. Donc, il va falloir le recadrer, le mettre dans son assiette. Il est là pour entraîner l'équipe. Il n'a qu'à s'occuper de son club et laisser les autres faire leur travail. C'est tout. Aristide Covidien, vous comprenez ça, cette sortie? Beaucoup disent que s'il a pu faire une telle déclaration à propos du nouveau partenaire qui met les moyens aussi dans le club, Hugues Robiro, c'est que quelque part, il doit avoir un appui venant de quelque part aussi, peut-être dans le bureau. Bien sûr, je pense que c'est quand même un adulte, hein, et donc il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il dit. La dernière fois, quand on l'a écouté, je pense que ça a été une surprise pour tout le monde. Mais moi, personnellement, je pense quand même que ça ne donne pas une très bonne image à notre championnat. C'est-à-dire que, regardez par exemple,
à l'extérieur, ou peut-être le jour-là, la rencontre était peut-être en direct sur une chaîne de télévision et qu'on donne ce discours. Les gens vont se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ou c'est comme ça, vous avez l'habitude de faire au Togo? Alors qu'en réalité, c'est un problème interne disons, c'est un problème interne à Gblo-Wessou. Il ne doit pas mettre ça sur la place publique, vous pensez? C'est là où, moi, je pense quand même que, voilà, il a raté un peu sa communication. Il a manqué un peu de patience. Parce que c'est un habitué de ces choses-là. Je pense qu'il pouvait ne pas faire cette déclaration. Mais je pense au même moment qu'il était conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il pense qu'en le faisant de cette façon, eh bien, ça aura plus d'effet que de dire aux dirigeants de Gblo-Wessou, attention, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai ce que Grégoire mais est-ce qu'il ne fait pas, on va dire, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça. De l'hypocrisie. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Par exemple, Grégoire vient de rappeler quelque chose au moment de la signature de ce partenariat. C'était un entraîneur qui avait applaudi. Oui. Et quelques jours plus tard, il vient, il dénonce. On ne comprend pas. Est-ce que le jour-là, il avait une autre solution que d'applaudir? C'est-à-dire que l'être humain, à ce qu'on appelle, disons, en matière de développement personnel, un état d'esprit qui est en lui et qui ne peut jamais se cacher. C'est-à-dire que si il n'est pas d'accord, quel qu'en soit le cas, il va ressortir ça. C'est ce qui est arrivé. Ou tout simplement, il n'allait pas être présent à cette présentation de partenariat, dans la mesure où tout le bureau de Gblo-Wessou n'était pas présent. Il n'y a que le secrétaire de Gblo-Wessou qui était là. Voilà. Donc, est-ce qu'on avait exigé la présence du staff technique de toute façon, c'est un employé de Gblo-Wessou. Il ne peut pas être au-dessus des responsables de Gblo-Wessou. Mais tel que vous l'aviez dit, il faut savoir que si des gens comme ça donnent ce genre de discours, il faut savoir que c'est des personnes qui ont quand même des soutiens quelque part. Mais dans nos investigations, on a compris quand même qu'il a manifesté, premièrement, son mécontentement, sa désapprobation par rapport au fait qu'un intermédiaire ne devait pas être un manager d'un club, parce qu'il voulait au même moment être le manager. Oui. Et ça rejoint un peu ce que Grégoire disait tout à l'heure. Et donc là, il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Et donc, il pense quand même que l'agent ou l'intermédiaire veut prendre son boulot. Au même moment, le vrai problème, c'est quoi? Grégoire a encore touché un autre aspect, c'est qu'il a des joueurs. Il veut faire passer. Comme d'habitude. Non, mais on va être beaucoup plus explicite. C'est des joueurs guinéens. Voilà. Ils sont au nombre de 4. Et sur ces 4, on a retenu que 2. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il a demandé que ces 2 joueurs soient dédommagés. Parce qu'en réalité, c'est lui qui les a amenés. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il joue le rôle de manager ou d'intermédiaire. Est-ce que c'est l'objectif qu'on lui a assigné? Est-ce que ça fait partie de ses prérogatives? Voilà. Est-ce qu'on lui a dit, vous êtes entraîneur et directeur sportif, vous êtes entraîneur et manager du club? Voilà. Mais et c'est là où se trouve le vrai problème. Non, mais moi, je pense que de ce fait également, je vais pointer du doigt ces dirigeants de Gblo-Wessou qui nous ont également habitués à ces histoires qu'on n'arrive jamais à comprendre. Quelle histoire? Non, mais on se souvient du cas Zébi Bassam. Ce qui était sorti par nos radios, nos chaînes et partout par rapport à ce monsieur. Et ce qu'il a dit, c'est tout un état d'histoire qu'on n'a pas su vraiment déceler, comprendre. Moi, je dis aujourd'hui, ces dirigeants sont en quelque sorte, excusez-moi le terme. C'est eux qui créent cette situation. C'est eux qui créent cette situation. Quand vous amenez un entraîneur, mais faites-lui savoir vraiment son rôle. Remettez-le, recadrez-le comme Grégoire vient de le dire. Moi, je ne peux pas être responsable d'un club et que le club respire mieux que d'autres clubs. Et tout de suite, on va commencer par se tirailler, se créer des problèmes. C'est tirer même dans les jambes comme ça. Quand on essaie d'avancer, ce n'est pas du tout bien. Il est le coach, faites-le savoir qu'il est le coach. L'autre, il doit être peut-être entre les joueurs et l'entraîneur, ou vous ramène des joueurs, route bien sûr. Vous occupez seulement des joueurs. Moi, je dis ces dirigeants, quand ils se taisent et ils ne font rien, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a compris qu'il y a des dirigeants aussi qui ne sont pas aussi peut-être corrects dans leurs propos et dans les habitudes. Que doit-on craindre maintenant, à partir de ce moment-là? Moi, je crois qu'il va falloir que les dirigeants de Gblo-Wessou réagissent vite, au plus vite d'ailleurs. Oui, au plus vite, parce que trouver
maintenant essayer de trouver une solution à ce problème, c'est-à-dire donner des prérogatives à chacun, parce que le problème qui se pose ici, tel que Aristide vient de l'expliquer, l'entraîneur veut être pratiquement le manager, le seul d'ailleurs à s'occuper donc de cette équipe, alors que c'est faux. Il ne peut pas sortir de l'argent pour cette équipe-là, alors que ce que Rode fait avec cette équipe, Rode peut sortir aujourd'hui de l'argent pour financer un tout petit peu les matériels ou bien encore les joueurs pour Boble-Sous-des-Lacs. Théophile Bola ne peut pas le faire aujourd'hui, il est l'entraîneur. Lui aussi, il est payé par le club. Donc je crois qu'il va falloir rester dans son rôle. Rester dans son rôle et lui faire savoir qu'il y a un manager pour le club et lui, ce n'est pas lui qui est le manager. Oui, très rapidement, Aristide. Oui, je pense que ce problème peut être réglé très rapidement parce que Boble-Sous sait qu'il n'a pas de moyens. Et donc, le club a sollicité quelqu'un qui a les moyens et peut-être aussi qui peut profiter donc peut-être de la plus-value donc, de ces joueurs. Voilà. Oui. C'est-à-dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, il l'a bien dit. Et donc, il faut que les gens comprennent que c'est ça. Nous sommes dans le football business. C'est du business. Et donc, lorsque, par exemple, vous ne vous comprenez pas sur cette base-là, vous allez sur un autre terrain et ça entraîne ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Et donc, ça entraîne d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il veut se justifier. Il est en train de préparer l'esprit des supporters. Parce que là, il disait, je suis en train d'appeler les supporters à leur dire qu'il y a un problème qui se passe. C'est pour dire demain que lorsque Boble-Sous n'aura pas de résultat, il va dire, attention, je vous ai dit qu'il y avait un problème et que vous n'avez pas réglé. Très bien. Mais donc, à mon avis, non mais la chance est pour lui que le match se joue à Zola et que le match ne se joue pas à Kota. Voilà. Sinon, on va évoluer. Je crois que je pense que les dirigeants de Boble-Sous vont rapidement corriger cette situation pour permettre au Requin Mâle de bien évoluer dans ce championnat. Sans transition, on va parler du 3 contre 3. On va saisir l'occasion de la Saint-Valentin le 14 février pour transporter l'amour sur les terrains de basketball et ce sera le 3 contre 3. Nous allons écouter d'ailleurs le promoteur de ce tournoi 3 contre 3 de la Saint-Valentin, Rich World Salakor. C'est un tournoi qu'on a fait pour pouvoir, comme d'habitude, amener le basket vers la population. Nous avons voulu familiariser le basket avec tout le monde, surtout le basket 3x3, qui n'est pas forcément un basket d'équipe, mais un basket d'habitude, bien des gens qui aiment ce sport. Donc nous avons aussi voulu montrer notre amour envers le basket comme la Saint-Valentin l'exige. C'est un sport qui n'est pas trop aimé par la population togolaise comparativement au football, qui est plus, disons que c'est ce que tout le monde fait ici. Donc nous avons voulu que les gens aussi s'adonnent plus au basket, connaissent le basket, sachent que ce n'est pas un jeu d'Américain, mais c'est un jeu aussi togolais que tout le monde peut pratiquer facilement. J'invite massivement les gens à venir voir ce tournoi. Parce que c'est un tournoi de la Saint-Valentin, c'est un tournoi d'amour, d'épanouissement, que les gens viennent s'amuser, voir. Ça peut être une sortie entre couple, passer voir le tournoi. Nous invitons vraiment les gens à venir, que ce soit les équipes pour venir jouer ou bien le public à venir voir. Ce soit quelque chose de vraiment imposant. Rich World Salako de l'association Basket Game Event. On va écouter quelqu'un d'autre, Toussaint Da Silveira, lui il est arbitre international. Je suis content de faire partie de cette discipline. Étant actif dans les années passées, j'aime le jeu physique. Aujourd'hui, c'est une aubaine pour les jeunes qui le saisissent très bien et ça demande beaucoup d'adresse. Moi, on n'avait pas eu la chance de le pratiquer. Aujourd'hui que c'est arrivé, que les jeunes s'y intéressent, c'est une bonne chose. Donc nous, on ne fera que les encourager, les amener à vraiment devenir quelque chose, à amener le Togo à un niveau où on peut toutefois aussi nous envier. Avoir une licence internationale en tant qu'arbitre à ce niveau, je ne vais pas dormir tant que la licence FIBA ne tombera pas dans mes mains. Défi pour moi-même et pour l'avoir. Pour la fierté de notre groupe BGE, grâce à M. Serge Akoussa. On avait commencé, les gens prenaient ça comme de l'amusement et nous-mêmes on ne croyait pas. Là où on est arrivé aujourd'hui, il y a de quoi pour qu'on se vante d'être de cette association qui s'appelle BGE. On est maintenant à l'international. On a eu à travailler avec les internationaux la fois dernière. Sortir les arbitres de cette association BGE. C'est pour ça que nous sommes là, nous luttons et nous allons y arriver. Toussaint Da Silveira de l'association Basket Game Event. À l'instant, c'est lui qui referme les portes de cette émission Dingue de Sport. Merci à Aristide Kouévidien qui nous vient d'Afrique Info Sport. Merci à Wisdom Aman de Radio Métropolis, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM et Loma Dovon pour la vidéo de cette émission. Théo Ajavon. Allez, à bientôt.